Ah, ça c'est bien là. Ah, on va taquiner un petit peu. Page 49. Les femmes et le rationalisme. La philosophie rationaliste est un univers dont les femmes furent exclues. Ce fut le cas de pratiquement toutes les écoles de philosophie jusqu'au XIXe siècle. Quelques exceptions notables. Condorcet et Poulain de la Barre. Ce dernier considérait dans son ouvrage paru en 1773 que l'esprit n'a pas de sexe. Le XVIIIe siècle s'escrima contre ce point de vue et produit pas moins de 360 réfutations de cette thèse sur l'égalité des sexes. C'est bien, hein? Donc, le féminisme, etc., ça remonte à très longtemps, là, hein? Et avancé. Karl Marx, c'est réalisation de soi et sociabilité. Ça, c'est intéressant. Aucun philosophe n'a eu autant d'influence que Karl Marx. Karl Marx est un philosophe. Le moins lu, le plus cité. Waouh, le moins lu, le plus cité. Aucun n'a été aussi mal compris, tant par ses opposants que par les marxistes. Contre son gendre Adwelis. Paul Lafargue prétend résumer la pensée de Marx dans son livre Le déterminisme économique de Karl Marx. Celui-ci ironise. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas marxiste. Celui-ci ironise. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas marxiste. Voilà. Bon, est-ce que c'est Marx qui a dit ça ou c'est son gendre, Paul Lafargue, là, hein? Donc, wow. Regardez, biographie. Marx est né en 1810 en Allemagne, 18, mort à Londres en 1883. Son père avocat de confession juive, Marx entreprit des études de droit. Il se fit une réputation d'étudiant turbulent et fut arrêté pour tapage nocturne et ivresse, l'alcool. Estimant que le droit n'était pas pour lui, il se mit à l'étude de la philosophie et obtint son doctorat à l'âge de 23 ans. Il épousa Jenny van Westphalen, jeune fille de la petite noblesse. Il se destinait à l'enseignement, mais ses vues libérales. Attends, ses vues libérales l'empêchèrent d'obtenir un poste universitaire, cette voie lui étant barrée par le régime prussien ultra-conservateur. Donc Marx était un libéral, hein? Il se lança dans le journalisme plus tard et se consacra à l'étude de l'économie et de l'action politique. Le caractère social de l'être humain se manifeste dans la production, la transmission des connaissances et la vie en groupe. L'être humain se définit également par le rôle qu'il joue dans la production et donc par sa classe sociale et son époque historique. Le travail aliéné, la division du travail confine l'être humain à une opération et l'empêche de développer toutes ses capacités. L'activité du travail elle-même n'appartient pas à l'individu. Le travail est devenu une punition. Il ne travaille pas pour le plaisir, mais pour le salaire. Le produit de son activité ne lui appartient pas. Il perd sa vie à créer des objets qui lui sont étrangers. Attention, là, Karl Marx n'est pas uniquement du baratin. Il a fait des démonstrations mathématiques sur la cristallisation la cristallisation du salaire, du profit dans le salaire. Il a calculé les coefficients d'exploitation. Je ne me souviens pas exactement de la formule de l'équation mathématique, mais c'est le coût sur les coûts plus la valeur de la production, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas très bien, parce que là, ici à l'université, j'ai étudié la pensée économique à l'université, un peu bien sûr. Karl Marx, il est passé, là, c'est Chicago, là, hein, vous connaissez, Chicago. Ah, il est là. Voici l'exploitation au travail. Donc elles sont là. Hein. Si la nature fournit les bases de la richesse, on va confisquer aux travailleurs par le produit de production. En effet, le salaire de l'ouvrier est moindre que la valeur du produit qu'il fabrique. Car le travail est une marchandise qui a la capacité de produire plus de valeur qu'il n'en coûte lui-même. Par conséquent, le profit est du travail non payé. Donc, valeur ancienne, valeur nouvelle. Moi, il faut que je rejette un coup d'œil sur les équations de calcul chez Karl Marx. Hein. Le fétichisme de la marchandise. Mais c'est bon pour Karl Marx avec ses barres de vie. Ce qu'il paraît, ce qu'il paraît. Bon, ça c'est une blague. Hein. Il est venu à Alger, mais il n'a jamais dit c'est la Kabylie. Hein.
le problème de la liberté, liberté, libre arbitre, liberté sociale, liberté formelle, liberté réelle. Friedrich Engels, compagnon et collaborateur de Marx vers 1888. Je tenais à le montrer là, pour la définition du communisme et du socialisme. Je l'ai étudié, mais on raconte des salades sur tout Facebook, les journaux, etc. Le communisme, les deux acceptions les plus courantes sont les suivantes. 1. Désigne abusivement la doctrine et le régime social de l'ex-URSS et des pays comme la Chine et Cuba. Deuxième, pour Marx, le communisme est le régime social qui succède au socialisme, première phase du communisme. C'est la société sans classe et sans État, d'où les conflits, l'égoïsme et les antagonismes de toutes sortes ont disparu. Sa devise est la suivante: de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc le communisme, le capitalisme, quand il aura atteint le stade suprême de l'exploitation, il se transformera en communisme avec ses guerres, ses conflits, lequel passera au mode socialisme, et après le socialisme, on va revenir vers le communisme. Donc voilà des petites nuances qui circulent comme ça, etc. Mais les gens ne connaissent pas. Nietzsche. Nietzsche, je fais rapidement d'écouter ailleurs. Ressentiment, etc., etc. J'ai mis beaucoup de trucs avec. Introduction. Le crépuscule des idoles porte le sous-titre révélateur comment en philosophe, en marteau, etc. Le maître de formule choc provocante. Né en 1847 à Localan-Prusse, sa mère était fille de pasteur, son père, etc., etc. Notamment certaines de ces textes, surtout ces lettres, falsification dont l'importance fut exagérée. On enseigne la philologie à Bâle, en Suisse. Il est déjà gravement malade, des douleurs plusieurs jours par jour, une demi-paralysie qui lui rend la parole difficile, des problèmes oculaires, des crises accompagnées de violents maux de tête qui peuvent faire votre enfant journée et nuit d'affilée. Au bord de l'épuisement qui lance l'émotionnel, qui l'ont mené dans la vidérance. Une vidérance. En se déplaçant constamment d'une pension à l'autre, à Nice, etc. Fait 3 tentatives de suicide. À Rome, en 1882, il rencontre l'écrivaine Lou Andrea Salomé, qui deviendra psychanalyste. Freud dirait qu'elle est la poète de la psychanalyse. Nietzsche en tombe éperdument amoureux et rêve d'en faire sa disciple. Par l'intermédiaire de son homme Paul Ré, 1809, poète et philosophe, il la demande en mariage et il le suit à un refuge Talbach. C'est la deuxième fois qu'une femme lui dit non. Après son retour en Allemagne, veut qu'il ait formé avec une légende démentie par son biographe, veut qu'il ait formé avec elle et Paul Ré un ménage à 3. Wow, démenti, hein. Il écrit des billets à ses amis qu'il signe du nom de Dionysos, ou le crucifié. Il meurt dans la solitude en 1900, émuré dans sa folie. Emmuré, la critique de nouvel optimiste, rationaliste et idéaliste, il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait? La mort de Dieu et le nihilisme. Nietzsche constate que les philosophies idéalistes et les religions le monde sont en train de se désintégrer. La pulvérisation, le nihilisme passif. Akal Balayer.